Salut les gars, c'est Tai, j'espère que tout le monde va bien. Welcome sur Sensei Legacy, la chaîne qui parle de pop culture et sport. Aujourd'hui, on attaque la deuxième émission, Straight Talk. On va parler de MMA. Comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, je ferai 4 émissions par mois. La première, les Sensei. Donc c'était la semaine dernière, la première où on a reçu Mako. D'ailleurs, je voulais vous remercier. On a eu des commentaires et des retours super gentils. C'est adorable de votre part. Abonnez-vous d'ailleurs, activez la cloche, likez, donnez de la force. Ten toes down. I don't move for the sound. Heavy is a stance when you build from the ground. Ten toes down. No rush, no flex. I don't chase respect. I collect respect. Ten toes down. Pressure made my name. Sensei legacy. Carved in the pain. Ten toes down. La deuxième, Straight Talk, ça va être aujourd'hui. On va parler MMA. D'ailleurs, j'ai ma petite liste de sujets là, dont on va parler aujourd'hui. La troisième, la semaine prochaine, ce sera Pop Culture Break. Et la quatrième, DJ Time Mixtape. Donc là, Straight Talk, aujourd'hui, je vous dis les sujets dont on va parler. Le premier sujet, ça va être les Français qui doivent combattre pour le titre à l'UFC. Le deuxième sujet, ce sera les Français qui doivent aller à l'UFC. Bien sûr, c'est mon opinion à chaque fois. Et le troisième sujet, on va rigoler un peu, les combattants français de la hype. Donc, le premier sujet, on va attaquer avec qui, pour moi, doit combattre pour le titre à l'UFC. Donc, on va regarder tout de suite ceux qui sont classés. Donc, on a bien sûr Cyril Gane, premier du classement. Il devrait combattre pour le titre incessamment sous peu contre Monsieur Doigt dans l'œil. Donc, on verra bien. On verra bien ce qu'il va faire. Moi, personnellement, voilà, je vous donne mon ressenti. Je pense qu'il va détruire Aspinall. Aspinall, il s'est sauvé. La première fois, il a trouvé une porte de sortie. Il a été stratégique. Peut-être qu'il va revenir avec un autre game plan et qu'on sera surpris. Mais je ne pense pas qu'il arrivera à imposer son jiu-jitsu sur Cyril Gane. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il arrivera à l'amener au sol. Cyril Gane, il a très bien compris ce qu'il fallait faire. Défense de takedown et imposer sa boxe qui est bien au-dessus de celle d'Aspinall. Donc ça c'est mon ressenti. Et il se pourrait bien que pour la première fois, la France, on ait une ceinture à l'UFC. Le deuxième, il est classé dans le top 2, c'est Nassourdine Imavov. Donc top 2, effectivement. Moi, je pense que Nassourdine, il devrait combattre pour le titre. C'est un combattant qui est assez discret. D'ailleurs, c'est un combattant que j'aime beaucoup parce qu'il est à l'ancienne. Il ne parle pas, comme on disait à l'époque dans les arts martiaux, grande bouche, petit cœur. Et Nassourdine, c'est exactement ça. Il ne parle pas, il fait son taf, il vient à la Rocky Balboa. Donc pour moi, old school, voilà, j'adore ce style de combattant et je pense qu'il devrait combattre pour le titre. Maintenant, vous allez dire, ouais, il va se faire détruire par Khamzat. Écoutez les gars, il faut soutenir les combattants français, il faut arrêter de lécher les bottes tout le temps aux étrangers et surtout aux champions. Ça veut dire en France, quand les mecs sont champions, vous leur léchez les bottes comme c'est pas possible. Et quand ils sont sur le chemin d'aller pour le titre, vous les cassez, vous les cassez, vous les cassez. Je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et franchement, les Brésiliens font pas ça avec leurs combattants, les Américains font pas ça avec leurs combattants, mais les Français, malheureusement, c'est comme ça. Donc moi, je pense que Nassourdine, il faut le soutenir. Et je pense qu'avec un bon game plan, il y a moyen de faire quelque chose. De toute façon, il est numéro 2. Il doit combattre pour le titre, donc il doit tenter sa chance. C'est tout. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. La troisième, qui est classée, élevée dans le classement, c'est Manon Fiorot. Elle est numéro 1 du classement, donc elle devrait combattre pour le titre aussi. Après, beaucoup plus loin dans le classement, chez les bantamweight, chez les femmes, on a Nora Cornol. Bon, elle est numéro 12, donc elle n'est pas prête pour le titre, ça c'est sûr. Et on a Fares Siam, chez les lightweight, chez les poids légers, qui est une catégorie archi dure. Il est numéro 15 du classement, donc on n'en y est pas à parler pour le titre encore, mais je pense que c'est un bon prospect. Et le sixième, qui vient tout juste de rentrer dans le top 5, c'est Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, comme dirait Bruce Buffer. J'adore quand il le présente. Je crois dans un film médiéval. Donc Benoît Saint-Denis, il rentre dans le top 5.
C'est mérité, les gars. Et arrêtez de ne pas le soutenir. Arrêtez de dire il va se faire détruire dans le top 5. Vous savez quoi? On va déchiffrer le top 5. Et moi, je vais vous dire, franchement, ce que je pense qu'il pourrait faire dans le top 5. Donc, le top 5, on a donc, Benoît Saint-Denis. Le deuxième, c'est Max Holloway. Ok? Donc, ce qu'il veut, Benoît Saint-Denis, c'est ou combattre pour le titre contre Ilia Topuria ou combattre pour Max Holloway. Enfin, je pense qu'il veut combattre pour le titre contre Ilia Topuria. Il n'a pas dit. Il a clamé qu'il voulait combattre pour la ceinture de Badass Motherfucker, la BMF, la ceinture BMF. C'est ce qu'il a demandé. Donc, contre Max Holloway. Je vais vous dire un truc. Moi, je pense qu'il le détruit, Max Holloway. D'accord? Vous êtes tous en train de dire que ça va être trop dur pour lui, qu'il va se faire fumer, que Max Holloway, il a une meilleure boxe, blablabla. Bla bla. Le game plan actuel de Benoît Saint-Denis, il est parfait. Il a compris qu'il avait un jiu-jitsu monstrueux, il a une bonne boxe, c'est sûr, il a des bons takedowns, takedown defense, il est bouillant, mais il a un jiu-jitsu qui est au-dessus des autres. Max Holloway, c'est un ceinture marron. Regardez ses entraînements, ok? Il tourne avec des masters ceinture noire de 40 ans, il arrive de temps en temps à les faire taper, ok? Benoît Saint-Denis, c'est un gros ceinture noire. Il a roulé sur Dustin Poirier. Ça veut dire, il avait un staphylocoque, ça veut dire, son cardio, il s'est éteint en 1 seconde. Mais sur la première partie où il avait le cardio, mais on aurait dit qu'il n'avait jamais fait de MMA de sa vie, Dustin Poirier. Il lui a roulé dessus, il lui a donné une leçon de jiu-jitsu. Donc moi, je vous dis que si Benoît Saint-Denis, il l'amène au sol, Max Holloway, il va le soumettre, mais direct. C'est sûr et certain. J'en doute même pas 1 seconde. Donc ça, c'est mon point de vue. Maintenant, est-ce qu'il va l'amener au sol? Bah, j'espère, parce qu'en fait, les mecs, ils veulent impressionner tout le temps Dana White, faire de la boxe, mettre de la castagne, du sang, tout ça. J'espère qu'il ne va pas se mettre dans sa tête. Ouais, je vais combattre pour le BMF, donc allez, on se fait la guerre, le sang, tout ça. Mec, le jiu-jitsu, ça fait partie de la guerre. Donc, s'il l'amène au sol et qu'il soumet, mais tout le monde sera content. Donc voilà, moi, je suis persuadé qu'il va le détruire. Maintenant, numéro 3, Charles Oliveira. Pareil, tout le monde dit qu'il va détruire Benoît Saint-Denis. Moi, je vous dis que Benoît Saint-Denis, il peut même soumettre Charles Oliveira. Pourquoi? Charles Oliveira, pour moi, il a atteint son capital KO. D'accord? Il s'est pris plusieurs KO, plusieurs TKO. Vous le touchez au menton, c'est fini. Il tombe. J'en suis sûr et certain. Il a dépassé son capital KO. Et ça, BSD, il a dû le capter. Donc s'il arrive à le toucher un petit peu et à l'amener au sol, il va le battre. Bien sûr, Do Bronx, dans son prime, c'est pas le même. Maintenant, ce qu'il a, Do Bronx, c'est qu'il arrive à éviter les coups. Parce qu'il sait qu'il a dépassé son capital KO. Donc il arrive à éviter les coups et il arrive à s'imposer. C'est toujours un gros prospect du MMA et il mérite sa place de top 3. Mais je pense que BSD peut le prendre. J'en suis sûr et certain. On va continuer. Arman. Là, c'est le numéro 2. C'est là où ça se complique un peu parce qu'il a un gros jiu-jitsu. On a bien vu comment il a roulé sur Ben Henderson dans un combat de grappling alors que Ben Henderson, c'est un gros jiu-jitsuka. Bon, ok, d'accord. Il a plus de 40 ans, je crois. Il est arrivé dans ses 40 ans. Mais quand même, il lui a roulé dessus. Donc, je pense que Arman, c'est compliqué. Je pense que Benoît Saint-Denis, il a une meilleure boxe que Arman. Donc, il peut le prendre debout. Et au sol, je vais vous dire, je pense qu'il a quand même, techniquement, au niveau du jiu-jitsu, je pense qu'il a, Benoît Saint-Denis, il est un petit peu au-dessus. C'est vraiment un gros ceinture noire. Mais Arman, il a des défenses. Il a des défenses au sol qui sont monstrueuses. Donc, ce sera un combat intéressant. Je ne vais pas me prononcer en étant sûr, en vous disant celui qui va gagner, mais je pense que c'est un combat très très dur. Et Benoît Saint-Denis, il peut nous surprendre. En tout cas, je le soutiens. Soutenez vos combattants, les gars. Arrêtez de lécher les bottes à tout le monde là. Donc donnez des bonnes énergies. Il faut croire dans les énergies et ça marche. Maintenant, le numéro 1 du classement, Justin Gaethje. Benoît Saint-Denis, il le fume. J'en suis sûr et certain, il le fume.
Il n'y a pas photo, d'accord? Benoît Saint-Denis, il est dans son prime. Justin Gaethje, il est plus du tout dans son prime. S'il se fait toucher, je pense que bon, il a un menton en acier, Justin Gaethje. Il a une boxe pas mal, qui est pas très académique, mais pas mal. Mais je pense que Benoît Saint-Denis le prend. Et au niveau du sol, s'il l'amène au sol, Benoît Saint-Denis, il va le faire taper direct. Il a un gros sol. Et il l'a prouvé. Il a gagné tous ses derniers combats par soumission, 4 soumissions d'affilée, plus un KO. Moi, j'y crois. Benoît Saint-Denis, j'y crois. Et puis, les gars, c'est la plus dure de toutes les KT. Faut être honnête, c'est la plus dure de toutes les KT. Il n'y a que des assassins. Et le champion, Ilia Topuria. Donc là, vous êtes tous en train de dire que, bienvenue à l'hôpital, Benoît Saint-Denis, blablabla, blablabla. Moi, je pense que c'est un gros combat. Je pense que c'est un très gros combat. Parce que, bon, ok. Je vais être honnête, Ilia Topuria, je pense qu'il a un meilleur sol que Benoît Saint-Denis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai vu de mes yeux, il y a 3 ans et demi. J'étais dans sa salle, je suis parti m'entraîner dans sa salle. Et je le vois, ça veut dire j'arrive, il y avait tout le monde qui était en train de tourner. Et je le vois en train de rouler sur tous les ceintures noires comme si c'était des ceintures blanches. Il les faisait taper dans tous les sens. Donc c'est là que ça se complique pour Benoît Saint-Denis. Même s'il a un très gros sol, Benoît Saint-Denis, là, de ce que j'ai vu de Ilia Topuria, le niveau, il est chaud bouillant. Et attention, il tournait avec des mecs compétiteurs IBJJF et compagnie. Donc il est très chaud. Donc les mecs, il est bon, il n'y avait pas non plus de champion du monde ceinture noire adulte IBJJF sur le tatami. Donc ok. Mais les ceintures noires qu'il y avait sur le tatami, il leur a roulé dessus. Donc voilà, de ce que j'ai vu, il a un très gros niveau au sol. Et je pense pas que Benoît Saint-Denis, il pourrait faire taper Ilia Topuria à moins de vraiment réussir à le toucher. Et pour moi, c'est possible parce que de ce que j'ai vu avec Max Holloway, pour moi, Ilia Topuria, il n'aime pas les coups. Ça veut dire quand Max Holloway, il a commencé à le toucher, on a vu qu'il était un peu secoué et que bon, il s'est repris et qu'il a fait une bonne stratégie et qu'il est très technique. Sa boxe, elle est chirurgicale et qu'il a su se reprendre et mettre KO Max Holloway. Mais Benoît Saint-Denis, il aime les coups, les gars. Il aime la bagarre. Ça veut dire c'est un autre gars. Maintenant, c'est sûr que s'il se fait piquer, il va tomber. Il va faire comme tout le monde, il va tomber. Mais je pense qu'il y a moyen. Moi, je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il peut faire un gameplay avec un peu de l'anti-jeu, essayer de le toucher à droite, à gauche, essayer de lui faire mal. Parce que moi, de ce que j'ai compris, en voyant tous les combats, je pense que Ilia Topuria, il n'aime pas les coups. Et Benoît Saint-Denis, c'est complètement l'inverse. Donc je pense qu'il y a un bon gameplay à faire pour essayer de le fatiguer. Maintenant, on en revient à la question, est-ce que Benoît Saint-Denis doit combattre pour le titre? C'est une évidence qu'il doit combattre ou pour la ceinture BMF ou pour le titre contre Ilia Topuria. La bonne chose à faire, ce serait d'abord combattre pour la ceinture BMF. Et je pense qu'il va fumer Max Holloway, j'en suis sûr et certain. Et après, combattre pour la ceinture de l'UFC et nous ramener une ceinture. Ça va être très dur, d'accord? Vous êtes tous en train de dire qu'il va se faire fumer par Topuria. C'est vrai que Topuria, c'est le boss de la KT. En plus de ça, il est exactement comme les combattants d'avant, c'est-à-dire un peu comme Georges Saint-Pierre. Ils s'entraînent tous séparément, ils s'entraînent la lutte, la boxe et le jiu-jitsu séparément, avec des mecs de haut niveau dans toutes les disciplines. En ceinture noire, c'est une bête de ceinture noire de jiu-jitsu. Donc, c'est sûr que ça va être dur pour BSD. Mais il faut y croire, les gars, il faut y croire. Et il mérite de combattre pour le titre. Donc ça, c'était la première partie, les premiers sujets, les Français qui méritent de combattre pour la ceinture de l'UFC. Deuxième sujet, donc pour moi, les Français qui doivent aller à l'UFC. Donc pour moi, les Français qui doivent aller à l'UFC, c'est pas compliqué. D'accord? C'est les Français. Il n'y a pas de hype où je suis un YouTuber où je fais des millions de vues et voilà. Bon, c'est du business. Ok, vous voulez faire des pay-per-view, les gars, les organisateurs. Mais pour moi, c'est pas comme ça que ça marche. Pour moi, ceux qui doivent aller à l'UFC, c'est ceux qui défendent une ceinture au moins une fois dans des organisations prestigieuses qui sont juste en dessous de l'UFC. C'est-à-dire en France, il ne faut pas se voiler la face, c'est l'ARES. C'est la meilleure organisation.
Donc si tu es champion de l'ARES et que tu défends ta ceinture au moins une fois, ça y est, tu dois aller à l'UFC. Fernand Lopez, c'est lui le Dana White français. Donc voilà, il organise ça et il envoie les combattants à l'UFC, comme d'ailleurs c'est ce qu'il fait. Et je trouve ça très bien. Ou alors une organisation étrangère prestigieuse comme le KSW, le Cage Warrior ou le PFL. Voilà, défendre sa ceinture au moins une fois dans une organisation comme ça pour pouvoir aller à l'UFC ensuite. Donc à l'ARES, on a qui comme français? Donc je vais regarder tout de suite. Donc à l'ARES, je n'ai pas pris mes lunettes. Les champions français de l'ARES actuels qu'on a, on a Xavier Lesoux en poids lourd. On a Virgil Haugen en moins de 84. Ouf, il est bouillant lui. On a Jordan Zebo en moins de 77 chez les Walter. Et on a Aboubakar Younoussov chez les poids coq, bantamweight. Donc je vais vous dire ce que j'en pense. Donc Xavier Lesoux en poids lourd, lui il vient de prendre la ceinture, il n'y a pas de défense de titre encore. Mais je pense que même avec une défense de titre, là je pense qu'il y a quand même une très grosse différence de niveau avec les poids lourds de l'UFC. Ça veut dire quoi? Il va combattre des Derrick Lewis et des Cyril Gane. Là, je pense que même si c'est l'organisation la plus prestigieuse, l'ARES de France, je pense qu'en poids lourd, il n'y a pas le niveau de le top 2, on va dire, qui sont susceptibles de gagner des ceintures. Ils n'ont pas le niveau de l'UFC. Donc je pense que c'est bien en dessous. Donc je pense que c'est difficile d'avoir de bons prospects en poids lourd en France en ce moment. D'ailleurs, même à l'UFC, je la trouve très faible. La catégorie poids lourd actuellement. On est loin de la grosse époque des poids lourds avec les Shane Kerwin, les Brock Lesnar, les Dos Santos, les Fabricio Verdum, les Cain Velasquez, les Stipe dans son prime, les Ngannou. Encore, bon, ça, Ngannou et Stipe, c'est la génération un peu après. Mais tout ça, c'était des poids lourds d'exception et on en est très très loin. Le dernier à avoir été vraiment très très fort dans la catégorie poids lourd, pour moi, c'est Ngannou. N'oubliez pas qu'il a battu Cyril Gane avec une seule jambe. Il ne s'est pas blessé dans la cage. Il est rentré dans la cage avec une rupture des ligaments croisés. Donc on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de l'UFC. Un mec pour le titre des poids lourds qui rentre dans la cage comme ça et qui le cache à la commission athlétique du Nevada. Donc on parle d'un combattant qui combat pour l'honneur avant l'argent, et ça c'est une exception, une rareté absolue. Et il a roulé sur Cyril Gane. Faut dire ce qui est, ça veut dire Au début, il ne savait pas trop comment s'y prendre, ça se voyait. D'ailleurs, moi je ne comprenais pas quand j'ai vu le début du combat, je ne reconnaissais pas du tout Ngannou. Et ensuite, il a trouvé le bon filon en le stoppant et en l'amenant au sol et en le dominant au sol. Donc en fait, Cyril Gane, il faut être honnête, il s'est fait battre par Ngannou exactement de la même façon que Stipe avait battu Ngannou dans le premier combat, Stipe Ngannou. Et Ngannou, qu'est-ce qu'il a dit après ce combat? Il a dit, il faut que je remette tout en question, il faut que j'étudie, il faut que je remette tout en question. Et il est revenu et il a roulé sur Stipe. Chose que n'a pas fait Cyril Gane. Cyril Gane ne s'est pas du tout remis en question. Les interviews après le combat, il disait « Ah, Ngannou m'a battu parce qu'il a de la force, il a une force monstrueuse, tout ça. » Non. Il a une force monstrueuse, mais son game plan, il était parfait et sa lutte, elle est exceptionnelle. C'est un mec qui apprend, j'ai des sources, c'est un mec qui apprend comme une éponge et qui est à l'entraînement, il écoute quoi. Donc il n'a pas d'ego. Enfin, il a un ego, mais placé au bon endroit. Donc Cyril Gane, je pense qu'il devrait mettre un peu son ego de côté pour pouvoir gagner la ceinture, même si je pense qu'il va gagner la ceinture parce que la KT poids lourd en ce moment, c'est pas la KT de Benoît Saint-Denis. Hein. C'est pas les légers où il y a que des assassins dedans, techniquement, où ils sont bons à tous les niveaux. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur les poids lourds de l'UFC. Mais on revient tout de suite à ceux dont je pense qu'ils doivent combattre à l'UFC. Donc comme je disais, c'est les champions d'événements prestigieux qui sont juste en dessous de l'UFC, donc l'ARES.
Donc Xavier Le Sou, je pense pas, même s'il est champion de la catégorie poids lourd à l'ARES, je pense pas qu'il doit combattre à l'UFC pour le moment. Après, on a Virgil Haugen. Alors lui, là, il est sur 3 défenses de titre à l'ARES et c'est une machine de guerre. Il vient de soumettre 2 Brésiliens, d'accord, par clé de bras, par Mata-Leão, comment on dit, étranglement arrière, rear naked choke. Et franchement, pour moi, il a le niveau. En plus, il est balèze, le gars. Il a une condition physique de malade. Donc, pour les moins de 84, je crois qu'il fait 98 kilos de muscles en dehors de la pesée. Pour moi, il est parfait. Il doit aller à l'UFC. Ce gars-là, il doit aller à l'UFC. D'ailleurs, ça se trouve, au moment où je vous parle, il a déjà signé à l'UFC. Les mecs de l'ARS, ils l'ont peut-être déjà fait signer à l'UFC. Donc, Virgil Haugen, faut qu'il aille à l'UFC. Pour moi, ça, c'est sûr et certain. Maintenant, Jordan Zebo, qui est aussi champion de sa catégorie, donc chez les Walter, en moins de 77. Suite à sa défaite face à Doumbé, il enchaîne 6 victoires. Okay, donc c'est assez compliqué parce que ces victoires, d'accord, je pense que ça porte un peu à controverse parce qu'avec ces nouvelles règles là où quand il n'y a pas de dégâts, bah, tu perds le round. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ces règles parce que pour moi, quand tu domines ton adversaire, tu es au-dessus, il y a des dégâts. Tu les vois pas, c'est des dégâts invisibles, mais tu te fais des lésions dans les ligaments, dans les articulations, c'est sûr et certain. Donc vous voulez voir du sang, mais la partie jiu-jitsu, ça fait aussi des dégâts qu'on ne voit pas. La partie lutte, ça fait aussi des dégâts qu'on ne voit pas. Mais c'est des dégâts, des vrais dégâts réels et qui restent dans le temps en plus. Donc pour moi, ces nouvelles règles, ça ne va pas du tout. Mais je vais comparer le combat de Jordan Zebo contre Wissam Makmouche au combat de Khabib contre Tibau. Pour moi, ce combat-là, Khabib contre Tibau, il avait gagné ce combat. Mais les juges, ils ont donné gagnant Khabib. Parce que Khabib, il était plus efficace dans ses autres combats et je pense qu'ils ont pensé que c'était un gros prospect et qu'il allait aller beaucoup plus loin, que Tibau qui allait rien faire du tout. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé contre Wissam. Ça veut dire, bon, il se fait dominer, Zebo, faut dire la vérité. Mais je pense qu'ils ont bien fait de le faire gagner. Ok, il y a les nouvelles règles, mais je pense en plus qu'ils ont bien fait de le faire gagner parce que, faut dire ce qu'il y a, il montre une résilience, Jordan Zebo, qui est hors du commun. D'accord ? Et moi, il me fait penser dans la résilience, à Rodrigo Minotaur, quand il s'est fait rouler dessus de la même façon, par un camion quand il était petit. Il a une cicatrice dans le dos énorme, il lui manque une côte, il a une côte en moins. Et Zebo, c'est un peu la même histoire. Il s'est fait rouler dessus par un camion. Et donc, pour le battre, il faut vraiment le tuer. D'ailleurs, ce qu'il a fait à Baki, c'était incroyable. Moi, j'ai crié devant l'écran. Donc, c'était complètement fou. Une résilience de malade. Et le KO, il était magnifique. Donc, Zebo, est-ce qu'il doit aller à l'UFC ? Il a juste une défense de titre à l'ARES. Franchement, c'est compliqué parce que moi, je trouve qu'il se fait dominer à chaque fois. Ok, il gagne par rapport aux nouvelles règles, mais qu'est-ce qu'il va faire à l'UFC ? J'en sais rien. Mais je pense qu'il faut lui donner une chance. Pourquoi ? Parce qu'il rentre dans son capital KO. Okay, il s'est pris un sale KO face à Doumbé. Et les gars, n'oubliez pas que quand on arrive à 3 KO, ça y est, c'est fini. Tu te fais toucher, ton menton, ça devient du verre. Donc, le capital KO, c'est quelque chose, et le capital blessure aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et quand vous dites, oui, non, on veut voir une revanche face à Doumbé. Mais quelle revanche ? Il est champion de quoi, Doumbé ? Il est champion de rien du tout. Alors arrêtez. Arrêtez avec ça, de vouloir avoir des combattants de la hype, et ok, ça vous excite, blablabla, les Français. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Les mecs, il faut que vous les poussiez et que vous les emmeniez au top. Et là, Zebo, il a prouvé. Il a gagné la ceinture. Il a mis KO Baki. Baki, il n'a pas à recombattre contre Zebo. S'il veut combattre contre Zebo, il n'y a pas de revanche à avoir. Il faut qu'il gagne la ceinture. Et s'il veut combattre contre Zebo, ça doit se passer à l'UFC, les gars. Il faut que vous les laissiez tranquilles, les gars. Pour moi, Baki, c'est la même chose. Il doit revenir. Donc là, il a eu une rupture des ligaments. Sa rupture des ligaments, il se l'est faite dans le KO, j'en suis sûr et certain, parce qu'il avait une rupture partielle des ligaments à 90%, donc c'est quand même assez grave. Il avait un strap sur le genou.
un strap classique qu'on a quand on se fait une rupture comme ça, des ligaments partiels, que les judokas font, que les jujutsukas font. Moi, j'ai eu la même, j'ai fait une rupture des ligaments comme ça à 90%. Mais bon, bref. Mais lui, quand il s'est rompu le ligament, parce que là, il s'est fait opérer, donc c'est que c'est rupture totale, c'est dans la chute du chaos. Ça veut dire, si vous regardez quand il tombe, son genou, il vrille. Et là, c'était sûr et certain. Sur une rupture partielle comme ça, les 10% restants, même avec le gros strap, c'est un strap qui te maintient vraiment les ligaments des deux côtés. Mais sur une chute pareille, avec son genou qui vrille de cette façon-là, il a dû morfler comme c'est pas possible. Donc Baki, moi ce que je souhaite, c'est qu'il revienne, qu'il combatte pour le titre de l'ARES, ou même du PFL, parce que je crois qu'il est signé au PFL aussi. Et après, pourquoi pas, plus tard, qu'il se rencontre à l'UFC, une revanche à l'UFC, avec Zebo, pourquoi pas. Mais là, il faut les laisser tranquilles, les gars. Il faut qu'ils continuent leur carrière, qu'ils avancent. Doumbé, ciao. Il n'y a pas de ceinture, il n'y a rien du tout. Je ne vois pas pourquoi ils combattraient contre Zebo. Il n'y en a aucun intérêt, à part les fans qui s'excitent et qui veulent voir ça par rapport à la hype des réseaux sociaux. Mais bon, si vous voulez voir des youtubeurs, les gars, faut arrêter. Hein. Attention, hein. Doumbé, c'est un youtubeur, mais c'est aussi un gros prospect, un gros combattant. Mais il arrive à obtenir ce qu'il veut par rapport à ses vues sur YouTube. Et ça, je trouve que c'est mélangé, c'est tout mélangé. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, on va continuer sur les gros prospects du MMA français qui doivent aller à l'UFC. Donc, on a dit ceux de l'ARES qui doivent aller à l'UFC. Virgin Hogan, Jordan Zebo, même si je pense que ça va être très très dur pour lui, mais je pense qu'il faut qu'il aille à l'UFC parce qu'il faut qu'il avance. Il faut qu'il avance. Baki, il n'est pas champion, il faut qu'il prenne une ceinture avant d'aller à l'UFC. Okay. Abubakar Younousov, lui, il doit aller à l'UFC, c'est sûr et certain. Il roule sur les gars, il défend la ceinture, il doit aller à l'UFC. Donc ça, c'est pour les événements qu'il y a en France. Maintenant, les Français qui sont dans des événements à l'étranger, bien sûr, on a Saladin Parnasse au KSW. On veut tous le voir à l'UFC. Maintenant, je pense que son coach, Hatch, il lui manage sa carrière d'une façon parfaite. Un peu à la Mickey dans Rocky. Il sait lui manager sa carrière. Et je pense que voilà, il a 28 ans. Il va rentrer dans la force de l'âge. Parce qu'on sait que de 20 à 30, c'est l'explosivité. Mais à partir de 30 ans, c'est la force brute. De 30 à 38 ans, on va dire, vous avez une force de forain. Donc là, je pense que c'est le parfait moment pour rentrer à l'UFC. D'ailleurs, il a donné une interview où il n'a pas voulu se prononcer par rapport au respect qu'il a au KSW, qu'il donne au KSW, où il a fait ses armes, donc il respecte beaucoup cette organisation. Mais je pense que ça va se faire. Je pense qu'il va aller à l'UFC et c'est celui, clairement, qu'on veut le plus voir à l'UFC. Parce que le gars, il vole dans la cage. Il n'y a pas photo, il vole dans la cage. C'est un génie. Donc moi, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose d'exceptionnel à l'UFC et il doit aller à l'UFC et on va le voir, je pense, incessamment sous peu. Les autres événements où c'est qu'on a des Français au PFL. Donc on a Doumbé au PFL. Est-ce qu'il doit aller à l'UFC? Non. Il doit défendre une ceinture d'abord. Donc là, il doit combattre Tadjin ou Tadjan, je ne sais pas comment on le prononce, à la française ou à l'américaine. Tadjan, c'est celui qui a la ceinture du PFL du tournoi. Donc maintenant au PFL, ils sont rentrés dans un format classique où on va arriver à gagner une ceinture avec des super fights. Donc je ne sais pas si ils gardent cette ceinture-là ou si ils vont devoir combattre ou pour une ceinture, ou je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Mais Doumbé, pour moi, s'il doit aller à l'UFC, il doit d'abord gagner une ceinture dans un événement en dessous de l'UFC. Donc là, ça pourrait se faire, pareil, s'il gagne cette ceinture-là. Mais j'ai pas du tout envie de le voir contre Zebo ou contre Baki, chose que vous avez tous envie, mais je trouve ça ridicule. D'accord? Ça, c'est de la hype pour rien, et ça n'amène rien à Baki et à Zebo. Baki et Zebo, Zebo, il doit aller à l'UFC, et Baki, il doit prendre la ceinture à l'ARES ou au PFL et aller à l'UFC ensuite. Et Doumbé,
il surfe sur ces trucs-là, il sait comment faire de l'argent. C'est un peu notre McGregor, quoi. McGregor, c'est quoi? C'est un mec qui a 0 défense de ceinture et qui a fait un hold-up avec José Aldo. Il lui est rentré dans sa tête en rentrant sur le ring avec 10 kilos de plus. Même quand il était allé à la commission athlétique du Nevada pour faire des examens avant, les mecs qui l'ont regardé, ils l'ont dit « Mais comment vous allez arriver au poids ?» Donc il est arrivé au poids monstrueux. Il est rentré dans la tête de José Aldo, il l'a mis KO et il a fait toute sa notoriété sur une victoire. Ok? José Aldo, il a fait sa notoriété sur 10 ans de règne, les gars, en étant le roi incontesté pendant 10 ans. McGregor, il a fait sa notoriété en battant une fois le champion et en faisant 0 défense de titre. Et après, il a gagné une autre ceinture dans une autre catégorie, pareil. 0 défense de titre. Donc c'est du business. Il sait faire du business. Mais pour moi, un mec comme McGregor ne doit pas, je ne sais pas s'il y rentrera, mais ne doit pas rentrer au Hall of Fame de l'UFC. Il y a 0 défense de titre, il ne doit pas rentrer au Hall of Fame. Mais il a fait exploser le MMA dans le monde entier avec sa grande bouche. Et Cyril Doumbé, c'est exactement ce qu'il a fait en France. Donc, ok, quelque part, c'est bien. Mais bon, c'est pas le genre de combattant qui me fait kiffer, quoi. Je préfère les mecs à l'ancienne, quoi. Les mecs qui parlent pas, qui vont, qui gagnent, qui font des défenses de titre. Voilà, quoi. Georges Saint-Pierre, John Jones, des mecs, ok. Même John Jones, il parle un peu. Mais il peut parler. 15 défenses de titre, voilà, il n'y a rien à dire. Donc, Doumbé, est-ce qu'il doit aller à l'UFC? Non. Il ne doit pas aller à l'UFC pour l'instant. Et j'ai pas du tout envie de le voir contre Baki ou contre Zebo. Qui d'autre doit aller à l'UFC? Au PFL, on a vu hier Taylor Lapillus qui nous a donné une masterclass. Et alors Taylor Lapillus, c'est un cas très particulier parce qu'ils l'ont dégagé de l'UFC. Je ne sais pas pourquoi. Je suis pas assez les médias et compagnie. Moi, je regarde les combats, c'est tout. Après, ce qu'il y a autour. Bon, je sais que voilà, il y a beaucoup de youtubeurs qui commentent tout ça. D'ailleurs, la plupart, ils sont très jeunes. C'est pour ça que je voulais commencer à commenter ça, parce que, voilà, en tant que gars un peu plus vieux, là, avec du blanc sur la barbe, je voulais donner mon avis aussi, avec un regard d'ancien. Donc, Taylor Lapillus, je ne sais pas pourquoi ils l'ont sorti de l'UFC. Peut-être parce qu'il gagnait à chaque fois par décision, mais c'était des décisions unanimes. Donc, pour moi, il n'avait pas à sortir de l'UFC. Ok, il a eu juste une défaite pardon, à l'UFC et sur que des victoires. Et il est parti de l'UFC sur une victoire. Donc pour moi, ça n'a pas de sens. Il se retrouve au PFL. Ok, super. Au PFL, qu'est-ce qu'il a fait? Que je ne vous dise pas de bêtises. Je vais regarder tout de suite. Alors, au PFL, il a 1, 2, 3, 4. Il a 4 victoires consécutives. Pareil, des décisions unanimes, donc on lui donne des combats difficiles quand même. Et là, hier, le dernier là contre Kassoumov. Non mais attends, le Kassoum là, c'est un gros prospect. Hein. Il a une grosse lutte, il est vraiment chaud bouillant. Et Taylor, il nous a fait une masterclass, il l'a mis KO, il l'a vraiment démonté. Donc pour moi, il devrait combattre direct pour la ceinture parce qu'un mec comme ça, qui s'est pas du tout fait rouler dessus à l'UFC, qui est sur que des victoires et qui a seulement une défaite et qui part de l'UFC sur une victoire, pour moi, il devrait être à l'UFC. Donc voilà, donc c'est un peu spécial le cas Taylor Lapillus. Donc si je résume, d'accord, le deuxième sujet de ce podcast, les Français qui doivent être à l'UFC, on a Saladin Parnasse. C'est une évidence. On veut tous le voir là-bas. Virgin Hogan, ça aussi c'est une évidence. Je pense qu'il va faire quelque chose de bien. Zebo, faut qu'il aille à l'UFC, même si je ne suis pas persuadé de ce qu'il va faire là-bas, mais il faut qu'il attende, faut qu'il essaye. Ça y est, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. S'il continue, s'il se prend un autre KO là, ou qu'il se fait une autre grosse blessure, c'est fini, c'est mort. C'est maintenant ou jamais. Abubakar Yunusov en bantamweight. Il n'y a pas photo, pour moi, il doit aller à l'UFC lui aussi. Et Taylor Lapillus, c'est très compliqué. Je ne sais pas comment sa carrière est gérée, mais moi, j'aurais aimé qu'il reste à l'UFC. En plus, j'adore ce style de combattant.
Je le trouve très intelligent dans le reality show avec Morgan Carrière. Je l'ai trouvé exceptionnel en tant que coach. Il a une vision. Il sait voir le game de chacun. Il y avait une différence de niveau au niveau de la vista du coach entre Morgan Charrière et Taylor Lapillus qui était indéniable. C'est vraiment, il a un œil, hein, Taylor Lapillus. Donc moi, j'aurais aimé continuer de le voir à l'UFC. Donc voilà, ça c'était pour le deuxième sujet de ce podcast Straight Talk. Et on attaque le troisième sujet maintenant. On va rigoler un peu. Les Français de la hype. Donc dans ce troisième sujet, les Français de la hype, je vais vous dire le combat français que moi j'adorerais voir. Et qui, je pense, serait capable de remplir, peut-être pas un Stade de France, mais un bon Parc des Princes. Vous allez me prendre peut-être pour un fou. Je vais peut-être dire une dinguerie. Mais moi, le combat que j'aimerais voir des Français, c'est Cédric Doumbé contre Greg MMA. Les deux, en dehors de la pesée, ils sont quasiment au même poids. Okay, c'est les deux plus gros youtubeurs. Cédric Doumbé, il adore parler. En plus de ça, il a dit que Greg MMA, il n'avait pas le niveau. Je crois qu'il ne sait pas qui c'est Greg MMA. Hein, parce que les gars que Greg MMA a combattu, ils sont 1000 fois plus chauds que les gars que Doumbé a combattu. Hein. On oublie, enfin, les jeunes, peut-être, si vous n'oubliez pas, vous ne savez pas. Mais Greg MMA, il a combattu Moussassi, les gars. Et il lui a roulé dessus au premier round. Donc après, il y a eu un inversement de situation. Mais Greg MMA, il aurait pu prendre Moussassi, qui était le plus fort à l'époque, dans cette catégorie-là. Greg MMA, il a combattu Paulo Filho, qui est considéré comme la légende du jiu-jitsu adapté au MMA au Brésil. Ça veut dire au Pride, il roulait sur tout le monde, il finalisait tout le monde. Il n'a pas soumis Greg MMA. Donc, Greg MMA, à l'époque, il était connu pour être très, très dur au mal. Il n'a pas un beau jeu, il n'est pas très beau à voir, il faut dire ce qui est. Mais, encore, là, aujourd'hui, il s'est vraiment amélioré. Donc, à 48 ans, aller frapper à la porte de tous les gars, là, de tous les gros champions et faire du sparring avec, des sparring durs comme il fait. Et je connais personne qui fait ça. Donc il est encore là. Maintenant, Greg MMA, pour dire un petit côté négatif, c'est vrai qu'il combat des mecs aujourd'hui où il est sûr qu'il va gagner. Et ça, c'est un esprit un peu bizarre, je trouve, surtout pour un mec qui est parti se tester avec des mecs aussi chauds à l'époque. Je comprends pas, parce qu'il est sûr qu'il va gagner. Les combats qu'il fait, il faut arrêter là. Quand il dit « Ah, je sais pas, qu'un combat, c'est un combat ». Non. Hey. Greg MMA, il a combattu avec du très très lourd à l'époque. Il sait ce que c'est que combattre avec le top niveau. Donc quand il combat avec ces mecs-là, qui ont le même âge que lui, ou même des mecs plus jeunes mais qui sont un peu claqués, il veut se faire plaisir, comme il dit là, il a envie de se faire plaisir. Mais bon, c'est très bizarre cet esprit, parce que c'est... Un combattant, il a quand même envie de se tester tout le temps. Et je pense que Greg MMA, il devrait combattre avec des mecs de son âge, des anciens, pareil, mais qui ont un gros niveau comme lui, parce qu'il a un gros niveau. Il est peut-être pas super beau à voir quand il boxe, tout ça. C'est pas John Jones ou Topuria avec des super beaux gestes. Mais il est efficace. Et voilà, au sol, il a un super jiu-jitsu. Et puis, putain, qu'est-ce qu'il est dur au mal. Il est dur au mal de malade. Donc, je pense que Doumbé contre Greg MMA... Doumbé, il va avoir des surprises et ça me ferait plaisir de voir un mec de 48 ans lui fermer sa bouche à Doumbé. Je l'aime bien Doumbé, attention, je le trouve très drôle, très sympathique, tout ça. Mais pourquoi je dis lui fermer sa bouche? Parce que je suis sûr que s'il affrontait un killer, il n'ouvrirait pas sa bouche comme ça. Il ouvre sa bouche quand il est sûr de gagner. Zebo, il lui est rentré dans sa tête et il savait qu'il allait gagner. Je suis sûr qu'il ne ferait pas ça sur des combattants où il aurait un doute, où ce serait vraiment équilibré. Donc vous allez me dire, alors pourquoi il ne ferait pas une revanche contre Zebo s'il est aussi bon que ça? Mais il faut la mériter la revanche, il faut gagner des ceintures. Il n'a rien gagné du tout. Donc pour moi, il ne doit pas faire une revanche contre Zebo. Et surtout Zebo, il est dans un moment de sa carrière où il doit avancer. Mais donc voilà, le combat de la hype pour moi, le combat que j'aimerais trop voir en France, d'accord, c'est
Greg MMA contre Cédric Doumbé. Et je pense franchement que Greg MMA, il peut le prendre. Vous allez me prendre pour un dingue, ok, mais je pense qu'il peut le prendre. Avec l'expérience qu'il a, et malin comme... Je le trouve malin, Greg MMA, dans sa façon de combattre. Il est intelligent, il est pas bête, il a l'expérience. Il va jamais rentrer dans la boxe de Doumbé. Jamais de la vie. Mais il va savoir faire de l'anti-jeu, il va savoir utiliser le MMA. Il va savoir faire ça. Et il va savoir se sauver du striking et faire tout pour l'amener au sol. Et je suis sûr qu'il peut l'amener au sol. Et une fois au sol, mais il va le prendre. Il va le prendre. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Je suis sûr que Greg MMA peut prendre Cédric Doumbé dans un combat maintenant. Attention, pas dans 2 ans, hein, parce qu'il va arriver dans les 50 ans, Greg MMA, il va les sentir passer. Hein. Donc là, déjà, je ne sais pas comment il fait pour tenir cette condition physique à 48 balais, mais à 50 ans, il va les sentir passer. Donc, il ne faut pas attendre, il faut que ce soit maintenant, là. Il faut que ce soit maintenant. Faites ce combat-là maintenant, et je vous garantis que vous allez remplir les stades en France. C'est sûr et certain. En tout cas, moi, j'ai très envie de le voir. Après, peut-être que Greg MMA, il se prendra un KO. Mais je pense que voilà, c'est un combat équilibré parce que en dehors de la pesée, ils sont au même poids. Et même si il est quand même un petit peu plus lourd, Greg MMA, il y a l'âge. L'autre, il est dans la force de l'âge. Greg MMA, il a 48 ans. Donc il y a des... Comment dire il y a des choses qui pèsent dans la balance pour l'un et pour l'autre. Mais je pense que c'est le moment parce que, je vais être honnête. Cédric Doumbé, je ne pense pas qu'il sera un jour champion de l'UFC. Okay, donc quand il dit qu'il peut prendre Kamaru Usman, ouais, il peut prendre Kamaru Usman maintenant, le Kamaru Usman de maintenant, qui a dépassé son capital KO et qui n'est plus du tout dans son prime. Mais le top de la catégorie, je ne suis pas sûr. Après, je me trompe peut-être. Il peut peut-être faire une ascension fulgurante, mais je pense qu'il n'en a même pas envie. Je pense qu'il a envie de faire que des combats de hype. C'est tout ce qu'il a envie de faire. D'après ce que je vois, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a la hype, il saute sur l'occasion sur les réseaux sociaux. Par exemple, il voulait plus faire un combat avec Zebo, ok, une fois qu'il a mis KO, et maintenant il parle peut-être d'un combat avec Zebo, ça a l'air de l'intéresser, comme par hasard, parce que là, il y a la hype sur Zebo. Donc alors que Zebo n'est même pas à l'UFC. Donc si Doumbé, il voulait être le champion, il les regarderait même pas ces mecs-là. Il les a mis KO, il a mis KO Zebo, il va de l'avant, il prend la ceinture au PFL et il va à l'UFC. Mais c'est pas ce qu'il veut. Il va être un petit peu partout où il y a de la hype parce que c'est un YouTuber et qu'il fait beaucoup d'argent comme ça. Il monétise tout ça. Et c'est bien, c'est très très bien. Mais il n'est pas dans une... j'ai pas du tout l'impression, moi en tout cas, qu'il est dans une mentale de devenir le champion du monde, quoi, avec la ceinture de l'UFC. Donc ça, c'est ma vision des choses et c'est pour ça que je veux le voir contre Greg MMA. Ça vous paraît peut-être fou, mais moi, c'est ça que j'aimerais voir. Donc voilà. Donc j'ai abordé ces 3 sujets aujourd'hui dans le podcast Straight Talk, qui est la 2e émission qu'on aura une fois par mois. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de tout ce que je viens de dire sur les prospects du MMA français, sur qui devrait combattre pour vous pour le titre à l'UFC, sur le combat de hype que vous aimeriez voir le plus en France de 2 combattants français. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Peace. Os.